Les députés examinent en deuxième lecture le projet de loi Debré sur l'immigration alors que les opposants à ce projet organisent de nouvelles manifestations. À Boulogne-sur-Mer, les obsèques des 4 jeunes filles assassinées auront lieu jeudi matin. Nouvelle marche silencieuse aujourd'hui en leur mémoire. À Pékin, obsèques solennelles de Deng Xiaoping. Et puis en marge du salon de l'agriculture, l'effort de promotion des brasseurs français et l'engouement des jeunes pour les métiers de la forêt. Madame, Monsieur, bonsoir. Suite du face-à-face entre partisans et opposants à la loi Debré sur l'immigration, avec une nouvelle manifestation dans la rue et une bataille parlementaire pour l'examen en deuxième lecture du texte amendé. Sur place, au Palais Bourbon, Roland Sicard. Alain Juppé n'aime pas laisser les choses au hasard. Ce matin, il était donc au bureau du groupe RPR et il a pu le vérifier. La majorité soutiendra sans problème le texte sur le contrôle de l'immigration. Jean-Louis Debré pouvait donc arriver tranquille cet après-midi pour défendre son projet. Les manifestations autour de l'Assemblée ne le feront pas changer d'avis. La République ne peut intégrer sans faire respecter ses lois. C'est ici et nulle part ailleurs que doit et que se décidera la politique de l'immigration. Jean-Louis Debré, d'autant plus applaudi à droite que l'amendement Mazeaud a mis la majorité d'accord. Un amendement qui donne à l'État et non plus au maire le contrôle des certificats d'hébergement et qui contraint l'étranger à signaler lui-même son départ du territoire. Aussi bien dans sa partie intégrative que sa partie contrôle de la clandestinité, je pense que vraiment on a affaire maintenant à un texte humain et équilibré. Il faut une règle, on l'a cherchée la plus simple possible, la plus humaine possible. Je crois que celle que nous proposons est la bonne. Accord à droite, c'est donc à gauche que se concentre logiquement la contestation. L'opposition PC et PS ne désarme pas. La France ne doit pas accepter une législation du soupçon. L'une des premières tâches d'un gouvernement de la gauche serait d'annuler ces dispositions. Nous retrouverions alors le seul chemin qui vaille pour la France et qui s'appelle la fraternité, la raison et le droit. En attendant, l'opposition a décidé d'engager une véritable bataille de procédure pour retarder au maximum la discussion. L'opposition qui a aussi décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour demander son arbitrage. Le débat ne fait donc que commencer. Réaction de Bruno Maigret, numéro 2 du Front National. Le projet de loi Debré est une imposture politique qui démontre la double impuissance du gouvernement à juguler l'immigration clandestine et à résister au lobby du droit de l'homme. Je vous le disais, ce nouveau débat à l'Assemblée nationale s'accompagne d'une manifestation des opposants au projet de loi non loin du Palais Bourbon. Reportage Guylaine Chenu, Javy-Tambert. Le mot d'ordre est toujours le même, le retrait du projet Debré. Mais aujourd'hui, dans les rues de Paris, la mobilisation est de moindre ampleur et surtout d'une autre nature. Aujourd'hui, c'est la manifestation des organisations qui se battent contre le racisme. Associations antiracistes, syndicats, étudiants de gauche, tous ont mobilisé leur bataillon et sorti leur banderole. Dans le cortège défilent aussi les politiques avec pour les socialistes une nouvelle stratégie, la pédagogie. Il y a une pédagogie à faire aujourd'hui en direction de toutes les couches de la population pour montrer que la France peut être un pays qui intègre son immigration. Je crois que c'est un mouvement qui grandit dans le pays. Les symboles sont là aussi, un drapeau français qui a perdu ses couleurs aux côtés des artistes, comédiens, écrivains et réalisateurs. Aujourd'hui, ils ont déposé à l'Assemblée une liste de 120 000 signatures contre la loi Debré. Des discours, des banderoles et des slogans maintenus à distance respectable d'un Palais Bourbon sérieusement gardé. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde cet après-midi, Alain Juppé appelle les Républicains au rassemblement face au discours de haine et d'exclusion du Front National. Pour le Premier ministre, la surenchère des opposants au projet de loi Debré risque de faire le jeu de l'extrême droite. Dans ce texte, Alain Juppé définit sa politique républicaine de l'immigration. Oui à l'immigration régulière, oui à l'intégration de tous ceux qui veulent partager nos valeurs. Comment réagissent précisément les immigrés à tout ce débat? Pour le savoir, Maryse Burgot et Nathalie Gallet se sont rendus à la sortie de l'usine Renault de Flins qui compte un tiers de travailleurs d'origine étrangère. Ça va toi, jeune homme? Kassa Camara, ouvrier sur les chaînes de montage de Renault depuis 25 ans, délégué CGT depuis 10 ans.
Il est 13h05, c'est la sortie d'usine à Flins. D'habitude, cet ouvrier parle plutôt salaire et conditions de travail. Nous sommes venus aujourd'hui lui parler du projet de loi Debré sur l'immigration. Avant, il les cherchait par bateau. Bon, il remplissait les bateaux pour les amener ici pour travailler, pour construire les bâtiments et tout. Bon, maintenant, ils n'ont pas besoin d'eux. Donc, c'est la loi qui veut rejeter maintenant l'immigration. À Flins, 40% du personnel est de nationalité étrangère. Ces hommes représentent l'immigration régulière et légale qui vit en France depuis des années. Le projet de loi sur l'immigration clandestine ne les concerne donc pas directement. Pourtant, ils sont nombreux à y voir une menace pour leur vie quotidienne. C'est pas bien quelqu'un qui n'a pas vu de famille pendant un certain temps et puis si la famille vient, elle improvise lui rendre visite, il n'a pas le droit de les héberger. C'est quand même débile, non? Ces ouvriers viennent de passer 8 heures sur les chaînes de montage. Ils rentrent chez eux. Moutawadi est de nationalité marocaine. Dans 6 mois, il sera à la retraite après 29 ans de travail à l'usine de Flins. S'il comprend aujourd'hui la nécessité de lutter contre l'immigration clandestine, il se sent quand même, en tant qu'immigré, montré du doigt. Et aujourd'hui, comme il n'y en a plus de travail, tout tourne contre les immigrés. Comme si les immigrés qui sont les responsables de 3 millions et un peu plus de 3 millions de chômeurs. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute des immigrés, c'est la faute de temps qui a changé, de l'évolution de temps. Les époux Moutawadi sont en fait aujourd'hui comme des milliers de Français, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nés en France et donc français. Plusieurs défilés contre le projet de loi Debré ont été également à nouveau organisés aujourd'hui en province, à Toulouse, autour du slogan « Ni Debré, ni Maigret ». Forte mobilisation pour protester principalement contre la tenue ce soir dans la ville rose d'un meeting présidé par Bruno Maigret, le délégué national du FN. Ambiance plutôt chaude avec en tête du cortège d'anciens résistants et déportés. Les obsèques des 4 jeunes filles assassinées se dérouleront jeudi matin dans la cathédrale de Boulogne-sur-Mer, l'église d'Outreau étant trop petite pour accueillir les milliers de personnes attendues. Une manifestation silencieuse a rassemblé aujourd'hui 1 millier de personnes dans les rues de Boulogne. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. À quelques dizaines de mètres seulement de la maison des Jourdains, le silence. Pas de pancarte ni de slogan, mais recueillement et dignité, comme l'avait souhaité l'entourage des victimes. Je voudrais surtout dire que ça reste, nous sommes très sensibles à cette manifestation, mais que ça reste calme, que ça reste digne pour la mémoire de nos filles. Aucune banderole non plus, mais des calicots blancs à Boulogne, où une autre manifestation avait rassemblé plus d'1 millier de personnes en début d'après-midi. Le cortège a parcouru le centre en silence pour le souvenir. On pense souvent à elle, c'est pour elle qu'on fait ça. Ce que les frères Jourdain ont fait, c'est pas, on ne peut pas décrire ce qu'ils ont fait. Parce que c'est abominable. Abominable, surtout qu'ils les ont laissés sortir. Ils n'avaient pas besoin de les laisser sortir. En tête de la marche, les amis, les proches ont largement diffusé une pétition pour le rétablissement de la peine de mort. Derrière le silence, il y avait aussi beaucoup de questions et d'incompréhension. Faire des assassinats comme ça, 4 à la file, c'est inadmissible de voir des trucs pareils. En plus, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Désolé, mais non. Et les faire sortir avant, alors tout ce qu'ils avaient fait avant, c'est affreux, affreux. La peine de mort, c'est pas ça qu'il faut, ça ne changera rien. Il faut les suivre à la sortie de prison et surtout pas les libérer avant. La marche aura duré 1 heure et se sera dispersée comme elle aura commencé, dans le calme. Messieurs, dames, merci à vous tous d'avoir participé à notre marche silencieuse qui s'est très bien déroulée et ça, on l'a tous à cœur. Et après avoir marché comme ça en silence, on a envie de quoi? Crier. Cet après-midi, les familles n'ont pas participé à la marche. Elles se sont rendues au funérarium, besoin de calme, d'intimité. C'est aujourd'hui qu'elles ont appris comment leurs filles sont mortes, violées et étranglées toutes les 4. La cérémonie des obsèques a été fixée à jeudi 10 h en la cathédrale de Boulogne. Devant les députés, Jacques Toubon a précisé cet après-midi que les 2 meurtriers présumés, déjà condamnés, on le sait, pour meurtre et pour viol, n'ont bénéficié d'aucune mesure particulière de remise en liberté.
Pour le garde des Sceaux, son projet de loi qui sera bientôt discuté sur le suivi post-carcéral obligatoire et, je cite, « dans l'état actuel de la science, ce que nous pouvons proposer de plus efficace ». Peut-on prévoir, pendant la détention, une obligation de soins également? Vous n'ignorez pas qu'une telle obligation peut s'opposer à des principes juridiques. Mais je dis, Monsieur le député, que le gouvernement, aujourd'hui, est prêt à s'interroger sur cette question et à faire au Parlement, dans le cadre de la discussion que nous aurons prochainement sur le suivi médico-social obligatoire après la peine, des propositions en ce sens pour la période de détention. D'autre part, interrogé par un député, le ministre de la Justice a estimé que le rétablissement de la peine de mort n'était pas une solution. Il ne faut pas, a dit Jacques Toubon, penser que nous pourrons protéger la société par l'élimination. Aux États-Unis, confrontés, on le sait, à une très forte criminalité, comment les différents États font-ils face à la montée de la délinquance sexuelle? Enquête de notre correspondant permanent Philippe Gassot. Les Américains, c'est certain, ne se sentent pas suffisamment protégés. C'est pourquoi ce que l'on appelle ici la Megan's Law, du nom de cette petite fille violée, massacrée par cet homme, un récidiviste, a été adopté. La question qui se pose ici est celle-ci. Serait-elle morte si le public avait su que cet homme est dangereux? Le président américain n'a pas hésité à signer la loi. La Clinton List sera applicable dès l'automne. Tout condamné en liberté conditionnelle pour avoir son nom communiqué au public sur simple demande. C'est déjà le cas en Virginie. Les associations familiales se sont battues pour cela. Ces gens n'ont pas commis de petits larcins. Ils ont commis des meurtres, des viols, des agressions d'enfants. Nous ne les punissons pas à nouveau, nous voulons simplement que leur dossier soit connu. Ce sont d'ailleurs déjà des informations publiques, mais difficiles à obtenir. Nous facilitons simplement leur communication. Ce que veulent ces mères de famille, ne pas laisser aux criminels sexuels la moindre chance de recommencer, ce qu'a fait Lauren Singleton la semaine dernière. Ils sont 135 000 actuellement dans le pays en liberté conditionnelle. Près de Washington, la liste révèle qu'un violeur en liberté conditionnelle habite ici. Je crois qu'il faut protéger nos enfants. C'est une bonne chose à savoir. Une bonne chose. Selon lui, on ne pourra jamais mettre tous les délinquants en fiche et être toujours après lui, c'est l'empêcher de trouver du boulot. Si vous voulez savoir ce qui se passe véritablement dans votre quartier, si votre voisin est dangereux ou non, vous envoyez quelques dollars au commissariat qui vous renverra une liste comme celle-ci avec les noms, les prénoms et les adresses des criminels récemment sortis de prison. C'est le cas de la personne qui habite ici, dans cette maison en briques, qui s'est rendue coupable du viol d'une enfant de 13 ans il y a quelques années. En Algérie, un homme présenté comme un intégriste membre d'un groupe dissident du GIA a avoué à la télévision que son organisation avait assassiné le responsable du principal syndicat algérien il y a quelques semaines, Abdelak Benhamda, cela dans le but de provoquer une crise de régime. Cet homme de 30 ans a raconté seul face à la caméra et avec force détail la préparation de cette opération, son exécution en plein cœur d'Alger et la fuite du commando de tueurs. Dans le même temps, on apprenait un nouveau massacre dont ont été victimes 17 jeunes gens près de Saïda. Nos envoyés spéciaux en Algérie, Thierry Tuillier et Bruno Giraudon, ont rencontré des femmes victimes de la terreur politique qui se sont regroupées en associations d'entraide. Rendez-vous a été fixé dans un lieu réputé sûr. L'association des familles victimes du terrorisme ne se réunit jamais plus d'une fois dans le même local. Ce jour-là, elle tient sa réunion dans un centre culturel à Alger, proche d'une gendarmerie. Une proximité qui rassure les militants. Fragile sentiment de sécurité, car il y a quelques semaines, une voiture piégée a ensanglanté le quartier. Dans la salle, il y a surtout des veuves d'officiers, de policiers. La peur est toujours là, qui pousse certaines à témoigner, visage caché. C'est un fonctionnaire de la Sûreté nationale. Il faisait partie d'une brigade spéciale et je pense, enfin j'en suis certaine, qu'on l'a tué parce qu'il faisait partie de l'État. On voulait, à travers lui, on voulait détruire l'État. On a trop d'enfants seuls actuellement parce que à la dernière phase là, il y a eu beaucoup de parents assassinés, décimés et l'enfant se retrouve tout seul du jour au lendemain dans la rue. Dans la rue, quand je dis dans la rue, c'est dans la rue. Khadija a perdu son mari, un militaire. Avec ses 2 enfants, elle vit à Blida, une région particulièrement dangereuse.
L'Algérie nous appartient. On a donné des êtres très chers. Même moi, je suis prête à mourir s'il faut que l'Algérie reste debout. Mais il faut lutter. Et c'est pour ça que je suis en Algérie et que je reste et que je lutte. Comme toutes les veuves, vous savez, parce que actuellement, dans chaque foyer, vous trouvez une douleur, vous trouvez des larmes, mais il faut continuer. Elles ont créé cette association pour s'entraider. Car en Algérie, la détresse psychologique et matérielle des proches des victimes n'est pas prise en compte. Quand on entend que quelqu'un a été assassiné, on se déplace chez cette veuve et on vit, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu cette douleur et on la comprend plus que, je pense qu'on la comprend plus que les autres. Cette année, elles veulent créer un centre d'accueil pour orphelins. Mais pour une poignée de femmes qui prennent en main leur destin, combien de familles restent abandonnées à leur solitude, coupables d'avoir choisi le mauvais camp? À Pékin, l'adieu au dernier empereur rouge. 10 000 personnes, environ triées sur le volet, ont assisté à une cérémonie officielle en mémoire de Deng Xiaoping, disparu il y a maintenant près d'une semaine à l'âge de 92 ans. Apparemment très ému, son successeur désigné, le président Jiang Zemin, 70 ans, a fait l'éloge de l'ancien numéro 1 chinois. Dès l'aube, la police avait bouclé tous les abords de la place Tiananmen pour éviter toute manifestation. Sur ces obsèques, reportage de nos correspondants permanents en Chine, Isabelle Bechler et Tristan Lebras, à Shenzhen, une vitre pilote économique chinoise. Mon grand-père était allé à l'université, mais mes parents n'ont pas eu d'éducation. Ils ont dû retourner à la terre à cause de la révolution culturelle. Grâce à Deng Xiaoping et à ses réformes, mes frères et sœurs et moi, nous avons eu l'occasion de faire des études et j'ai pu monter mon entreprise. Hui Tiang a 32 ans, pur produit de la génération Deng. Il dirige une entreprise qui réussit dans l'électronique télécom depuis 3 ans. Après des études d'administration des affaires, il a travaillé quelques années pour le Parti communiste avant de sauter à pieds joints dans l'ouverture économique permise par Deng Xiaoping. Rien de plus normal pour lui que d'aller fleurir l'effigie de l'homme du changement. La ville de Shenzhen tout entière d'ailleurs est née de la seule volonté de Deng et le lui témoigne aujourd'hui de manière éclatante. Bienvenue dans ma société. Désolé, on est en plein travaux. Les systèmes de microcommunication ont permis à Hui Tiang non seulement de devenir son propre employeur, mais de faire travailler 50 personnes. Le secteur des télécoms mobiles est en telle expansion qu'en un an, son chiffre d'affaires sera multiplié par 50 et son bénéfice également. Nous produisons des équipements pour messagerie électronique et téléphone portable en Chine continentale depuis 3 ans à peine. Et le potentiel est considérable dans ce domaine. À 10 h ce matin, toute la Chine allait s'arrêter 3 minutes. Plus ou moins cérémonieux, l'hommage s'est répété partout. Bateaux, trains, voitures. À l'heure des funérailles, alors que la voix du président Jiang Zemin chevrotait d'émotion, Hui Tiang et sa famille suivaient la cérémonie télévisée. En regardant ça à la télé, ça m'a fait l'effet d'avoir vraiment perdu quelqu'un de ma famille. Vous savez, l'effet qu'il a eu sur notre maison, notre vie, sur la vie de tous les Chinois a été considérable. Sans lui, il n'y aurait pas d'aujourd'hui. Mao, c'était plus grandiose. Tu es sûr, grand-maman? Oui, c'est presque aussi majestueux. À Shenzhen, la première zone économique spéciale permise par Deng Xiaoping, le laboratoire miraculeux, l'hommage aura été particulièrement fervent. Car pour l'instant, en Chine, ses succès en matière économique éclipsent les répressions farouches que Deng Xiaoping a exercées dans sa carrière politique. La violente tempête qui s'est abattue la nuit dernière sur le nord de l'Europe a fait au moins 11 morts en Grande-Bretagne à la suite d'accidents de la circulation. À l'ouest de Londres, un camion-citerne s'est renversé, provoquant un carambolage dans lequel 3 automobilistes ont trouvé la mort. Aux Pays-Bas, des habitations ont été en partie détruites et l'aéroport d'Amsterdam a dû être fermé. En Belgique, un jeune homme est décédé après la chute d'un arbre sur sa voiture. Dans la Mayenne, en France également, un automobiliste a été tué par un arbre déraciné. Météo France prévoit pour demain de nouvelles bourrasques de vent avec des averses. Excédent historique pour le commerce extérieur français en 1996, un peu plus de 122 milliards de francs. Le précédent record de 98 milliards pour 1995 est donc largement battu, et cela malgré une augmentation de la facture énergétique. Si l'on en croit une étude de 2 économistes, le commerce extérieur a permis 150 000 créations nettes d'emplois l'an dernier. Actuellement, 6 millions de personnes travaillent pour l'exportation, soit un Français sur 4.
Exemple d'entreprise particulièrement dynamique à l'étranger, la société J'aime Plus, près de Marseille, dans une activité de pointe, la carte à plus. Reportage Alban Mikosi, Gérard Gallian, à la Saint-Roméo, J'aime Plus. On le sait, l'argent n'a pas d'odeur, mais de plus en plus, il a une forme. Rond comme la puce électronique qui équipe nos multiples cartes. À l'origine de ces nouveaux moyens de paiement, on trouve ces laboratoires très secrets de la société J'aime Plus, près de Marseille. Créée en 1988, la société est aujourd'hui leader mondial sur ce marché d'avenir. L'an dernier, 750 millions de cartes ont été produites, soit 10 par seconde. La technologie française a conquis la planète. Pour nous, l'exportation, c'est effectivement une part extrêmement importante. Cette année, nous avons fait 2,3 milliards de chiffre d'affaires, 87% à l'export, c'est-à-dire, pour parler simplement, 2 milliards de francs à l'export. Dès sa création, l'entreprise a misé sur l'international. En 8 ans, 26 agences commerciales ont été ouvertes à l'étranger, sans pour autant réduire l'outil de production en France. Il ne faut pas être complexé. Je pense que nous avons des produits qui sont bons, nous avons une industrie qui est performante. Aujourd'hui au Japon, nous avons 60% de pénétration sur un produit qui est quand même plutôt un produit qu'on imaginerait japonais. Donc c'est faisable. J'aime Plus a créé l'an dernier 693 emplois nouveaux, dont près de 500 en France. Le service expédition livre sur les 5 continents et la société se développe toujours. Témoin, ce chantier géant sur la zone industrielle de Gemnos, il accueillera dans 6 mois la nouvelle unité de production. Un récent arrêt de la Cour de cassation a fait grincer bien des dents chez les patrons. Les juges ont en effet annulé un plan social décidé en 1993 par la direction de la Samaritaine en ouvrant le droit aux personnes licenciées de retrouver leur poste. Un arrêt appelé à faire jurisprudence, comme on dit. Aujourd'hui, la direction de ce grand magasin a envoyé un courrier aux personnes licenciées leur posant la question de leur désir de réintégration. Reportage Sébastien Vibert, Alain Poirier. Madame, je viens donc vous demander si vous désirez reprendre dans la société votre ancien emploi ou un nouvel emploi aussi proche que possible du précédent. Mais je suis très contente. Bon, je savais parce que on l'avait entendu à la radio, mais c'était pas certain. Là maintenant, c'est sûr. C'est sûr et c'est à peine pensable, quoi. Annie avait travaillé 23 années ici, dans le célèbre magasin, quand elle a été licenciée. Elle s'est retrouvée en fin de droit, après 3 ans et demi de chômage, sans avoir jamais vraiment accepté ce qui lui était arrivé. Du jour au lendemain, vous dire que vous êtes licenciée, je pense que vous ne le mettez pas tout de suite dans la tête. Hein. Pour moi, je n'ai pas encore fait le deuil de ça, c'est tout. Mais pour Annie, cette proposition de réintégration ne comble pas, loin de là, toutes ses attentes. Réembaucher, mais comment, à quelles conditions, quand? Tout ça, ce sont plein de questions, je sais pas. Annie, comme les autres salariés licenciés, ignore aujourd'hui si ses années de chômage seront comptées comme ancienneté, à quel niveau de salaire elle pourrait reprendre son poste, ou bien encore s'il lui faut demander des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat. Malgré la joie, il faut, dit-elle, rester vigilante. Si l'on en croit une étude du Crédoc, 1 salarié sur 2 envisage de souscrire un fonds de pension. La proportion monte à 75% chez les cadres. Normal, les revenus ayant le plus à gagner dans cette forme d'épargne retraite qui devrait drainer à l'avenir de 19 à 23 milliards de francs par an. Un chiffre qui reste très faible au regard des 450 milliards de francs qui s'investissent chaque année en contrat d'assurance vie. Ève Mété. Fonds de pension, épargne retraite. Une semaine après l'adoption du système par l'Assemblée nationale, 72% des Français disent ne pas savoir ce que c'est. Après explication des enquêteurs du Crédoc, une majorité d'entre eux se dit prête à y mettre de l'argent. Proportions différentes selon le revenu, 3/4 des cadres, la moitié seulement des non-cadres. Les cadres seraient prêts à verser 1000 francs par mois, les employés 550 francs, les ouvriers 475 francs, soit une moyenne pour les salariés de 600 francs par mois. 600 francs pour quel rendement? Le salarié économisant chaque mois cette somme sur un fonds d'épargne retraite et dont l'entreprise verserait un complément mensuel de 250 francs toucherait au bout de 30 ans une rente de 2160 francs par mois. Pour les mêmes versements effectués pendant 20 ans, la rente se monterait à 1200 francs. Pendant 10 ans, 500 francs par mois. Des montants de retraite faibles, reconnaît l'Association française des banques, auteur de l'étude.
Les partisans des fonds de pension font le pari que la mise en place de meilleures exonérations amènera à un gonflement des versements. Les adversaires, eux, dénoncent le caractère inégalitaire du système qui se développerait aux dépens de l'actuel système de retraite par répartition. L'an dernier, l'un des stands les plus fréquentés et du Salon de l'agriculture a été sans conteste celui de l'Office national des forêts. Un nom qui suscite apparemment beaucoup de vocations chez les jeunes. Pour mieux comprendre cet engouement, Éric Perrin et Philippe Ritten ont suivi une équipe de l'ONF chargée de la protection des dunes sur le littoral atlantique. Quand Jean-Marc et Alain escaladent les dunes, ce n'est pas pour se promener, c'est pour le travail. Ces agents de l'Office national des forêts ont pour mission de chouchouter, de dorloter 150 km de dunes créées au 19e siècle pour protéger les zones habitées et boisées. Un travail scientifique, c'est à partir de photos aériennes qu'ils détectent les endroits où il faut intervenir. Bon, on voit bien ici la zone que nous avons stabilisée il y a une dizaine d'années, et plus au nord, une zone qui est en cours de dégradation avec le sable qui se répand vers l'arrière. Pour stabiliser ces tonnes et ces tonnes de sable, ils passent tous les hivers à entretenir la dune. Plantation de gourbets, graminées aux racines profondes, pose de palissades ou de branchages. La dune est en fait menacée par 3 dangers. En été, ce sont les vacanciers qui, tout heureux d'aller faire trempette, piétinent cette flore. La mer et le vent ne lui laissent en revanche aucun répit. Du fait de l'érosion de l'océan, la dune recule. On voit très bien ici les blocos qui étaient sur le sommet de la dune au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Si dans les écoles ils sont nombreux à rêver un jour travailler ainsi dans la nature, c'est sans doute parce qu'ils sont rares les métiers où même après des années de pratique, on peut faire des découvertes surprenantes. Qu'est-ce que c'est ces traces? Bon, ce sont des traces de sanglier. Un sanglier est venu sur ce milieu dunaire, certainement se nourrir sur la plage avec des résidus de poissons par exemple. C'est la première fois que je vois des traces de sanglier sur la dune. Je suis très étonné. Je le découvre en même temps que vous. C'est extraordinaire. Pas de conclusion hâtive, leur travail est loin d'être facile tous les jours. Mais disons les choses comme elles sont, au moins quand on lève la tête du bureau, ce n'est pas pour affronter le regard fade et inquisiteur de son supérieur. Vous arrivez le matin ou n'importe quand. Nous, aux yeux de suite, c'est l'océan, vous voyez. C'est comme le lac, c'est pareil. On est amoureux de ça. On est là. Pendant 5 minutes, bon, on est là, c'est bien. Et après, bon, après on a tout à penser, quoi. On s'attaque au travail, et c'est tout. Ils sont 13 000 en France à s'occuper ainsi de la nature. Il est donc juste que parfois, elle leur donne en échange quelques beaux moments. Sauf parfois peut-être autour des stades de foot, la bière est une boisson plutôt en perte de vitesse, en dépit des efforts publicitaires pour séduire de nouveaux clients ou clientes. Signe des temps, pour la première fois, des brasseurs sont présents au Salon de l'Agriculture, en compagnie de Jean-Yves Perrin et Jean-Marc Sursin, une petite mousse. Une journée au salon, ça donne soif, très soif. Et la star des buvettes, c'est la bière, nettement préférée à l'eau, pour désaltérer. Et l'après-midi, oui, une petite bière, c'est vraiment agréable. Quand elle est bonne, oui. Et ça fait pas grossir? Non. Vous avez qu'à me regarder. Oui, vous avez qu'à me regarder. Par contre, il y en a qui doivent être en excès. Qui? Oh ben je ne sais pas. C'est le dernier argument en date des brasseurs. La bière ne ferait pas grossir. Le résultat d'une étude très sérieuse menée par les universités de Lille et de Nancy, à laquelle il faut pourtant apporter quelques précisions. Il a été montré que de manière modérée, qu'il s'agisse de vin ou qu'il s'agisse de bière, le fait de boire à peu près 20 à 40 grammes d'alcool par jour a un effet plutôt protecteur sur la santé, plutôt protecteur sur les artères et sur le cœur. Mais dès qu'on dépasse ces doses-là, alors bien évidemment, il y a tous les effets négatifs de l'alcool qui sont épouvantables. Donc celui de faire grossir. Donc celui de faire grossir si l'on mange gras à côté. Même bien houblonné, pas plus de 2 verres par jour. Les brasseurs comptent sur ce statut diététique tout neuf pour séduire de nouveaux clients et pour stimuler les ventes de nouvelles bières. Dans leur entreprise, les brasseurs se sont efforcés effectivement de répondre à cette demande, notamment des jeunes et des femmes qui réclament des bières plus typées. Une démarche commerciale qui présente pourtant un gros risque, inciter plus de gens à vider des verres. Jacques Chirac, grand amateur de bière, a rendu aujourd'hui un hommage vibrant à Paul-Émile Victor, et cela à l'occasion du 50e anniversaire de la création des expéditions polaires françaises. Depuis un demi-siècle maintenant, des scientifiques français se relaient en Terre Adélie pour observer la flore et la faune. Reportage de notre envoyé spécial Vincent de Guyenne.
En survolant les côtes de la Terre Adélie, on est d'abord ébloui par la blancheur des glaces. Et puis sur un iceberg, on aperçoit ces petites taches qui bougent ensemble. Des manchots. Ce sont les principaux habitants du continent. Dans l'archipel où s'est installée la base scientifique française du Mont d'Urville, on n'en compte pas moins de 70 000. En ce moment, les manchots Adélie ont fort à faire avec leur progéniture. Les petits sont affamés et réclament sans cesse la béquée. Dans cette joyeuse cacophonie, un chercheur balade son micro, car c'est bien cela qui l'intéresse. Le sujet de notre étude, cette fois-ci, c'est de savoir comment dans la voix, puisqu'on sait que c'est la voix uniquement qui leur permet de se reconnaître, c'est pas la vue, comment à l'intérieur du cri se trouve l'information qui leur permet de se retrouver. Et pour ça, dans son petit laboratoire, l'ornithologue passe des heures à disséquer ses enregistrements sur ordinateur. Quand on leur repasse les cris synthétisés de leurs parents, les petits répondent mais ne s'y laissent prendre qu'une seule fois. La recherche dérange toujours un peu les animaux, mais le caractère unique des espèces de Terre Adélie ne peut qu'aiguiser la curiosité de l'homme. 300 kg de graisse sur un matelas de glace, ce phoque de Weddell est bien loin de toute cette agitation. Et pour cause, il est l'un des rares animaux ici à ne pas faire l'objet d'une étude approfondie. Il peut donc dormir tranquille, aucun scientifique ne viendra troubler sa sieste. Il n'est pas manchot, je veux parler bien sûr de James Bond que vous allez retrouver 2 fois, comme on dit, en Belgique. Dernier journal ensuite, vers 1h15, en compagnie de Philippe Lefebvre. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Hervé de Charette. Hier, la fête des modestes, aujourd'hui, les Roméo. Excellente soirée, merci.